Il y a un dénommé Bernard Poulain, là, de je sais pas où, de l'Oise, qui a eu cette idée de rassembler autour de lui une équipe, 17. Dans les statuts, c'était 17. Hein, du canton ou le canton voisin, pour se réunir une fois par mois au moins, une fois chez l'un, une fois chez l'autre, pour mettre en commun tout ce qu'ils avaient fait dans le mois. Les échecs, on apprend aussi des échecs, et puis les progrès. Et ça commençait par le tour de l'exploitation. Et après, autour de la table familiale. 17, pour qu'on puisse, tous les gens puissent parler. Hein. Un compte rendu à la fin de la réunion, envoyé à la Fédération nationale, qui copiait tout ça, et quand on choisissait un sujet pour la prochaine réunion, eh ben, on écrivait à la Fédération nationale d'avoir tous les comptes rendus qui traitaient du sujet. Tu comprends? Et à chaque réunion, on désignait le rapporteur pour la réunion suivante. Quand je crée en 1954, avec mon ami Albert Mahé, notre CETA s'appelait Mur-Cornet. Et on était 17, effectivement, répartis sur les deux cantons. Et on ne va prendre que des petits fermiers, des petits agriculteurs, 15, 20 hectares, fermiers, qui ne sont pas du tout dans le progrès. Et en se disant, si on réussit avec ces gens-là, eh ben, ça sera porteur. Et toute notre réunion du CETA, j'étais sur l'herbe. Quelles sont les variétés à semer, quand, comment réussir le semis, et surtout comment bien exploiter la prairie. Tout le monde reconnaît que le développement dans les années, disons, 50-60, c'est dû à l'INRA d'une part et au CETA d'autre part. On suivait beaucoup les grands ponts de l'INRA. Le développement prôné par les chercheurs de l'INRA, c'était la prairie, la prairie, la prairie. Et c'est eux qui nous ont dit, vous regardez bien vos animaux, vos vaches, ils ont une barre de coupe à l'avant, un épandeur à l'arrière. Vous la mettez dans un pré, elle fait le travail toute seule. Quand je m'installe avec mon épouse Fernande sur un carfouin à 9 hectares, eh bien évidemment, la première année, je fonce à bloc dans le système INRA. Hein. J'avais semé les prairies au mois d'août, et puis au printemps, l'azote à chaque passage. Mon panier d'azote à chaque passage d'agneau. C'était jusqu'à 350 unités d'azote. Je me suis dit, mais bon Dieu, mais mon voisin là, Hippolyte, il a bien plus d'herbes que moi, et il ne met jamais d'engrais azoté. Mais il avait du trèfle dans sa pâture. Alors je me dis, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'en parle aux gars du CETA, et puis on décide que le printemps suivant, on allait tester. Hein? On allait laisser des parcelles comme avant, avec l'azote et tout ça, et des nouvelles parcelles avec du trèfle blanc et du régras sans engrais azoté. Ça a été contrôlé par le technicien de la chambre, il mesurait sur le régras pur, azoté, et sur le trèfle blanc. Dès le mois de juin, il nous a dit, vous avez plus d'herbes sur le prairie trèfle blanc. Mais on a quand même tourné 4, 5, 6 ans sans faire beaucoup de taches d'huile. Les gens n'y croyaient pas trop, et les chercheurs non plus. J'étais en train de traire mes vaches avec mon épouse dans la prairie, on travaillait à la prairie. Qu'est-ce qu'on voit? Un grand corps bourré à bloc qui débouche dans notre prairie. C'était les chercheurs de la Réunion qui venaient voir, ils avaient été alertés par René Hamon, qui était un ingénieur de la Chambre, qui nous suivait. Il avait dit à ces gens-là, mais venez voir ce qu'ils font à Corlay. Donc ils sont venus, ils l'ont vu, et à leur pression, Monsieur Pochon, venez donc demain, on vous donnera la parole pour expliquer ce que vous faites, etc. Alors je téléphone à mon président, et puis finalement on décide d'y aller.
J'ai décidé d'y aller. Et alors, effectivement, je suis monté à la tribune pour faire un discours assez... J'aurais dit, vous avez du trèfle là, dans votre foyer de progrès à côté, vous n'avez même pas l'idée, la curiosité de mesurer le rendement. Là-dedans, il y avait un peu tout, il y avait des chercheurs de l'INRA, dont Raymond Février, qui était le directeur général de l'INRA à l'époque. Donc, que je connaissais, puisqu'il était venu plusieurs fois au CETA de Corlay. Alors, je lui dis, comme ça, en aparté, Monsieur Février, mais pourquoi vous ne viendriez pas voir nos prairies au CETA de Corlay? Oh, mais si, je suis partant. Alors, il était émerveillé, bien sûr, et je lui dis en marchant, Monsieur Février, je mettrais bien noir sur blanc notre méthode. Et alors, donc, je rédige mon livre. Comme mon livre est publié par l'ITEP, et ça a été l'événement de l'année en France. Et comme ça, le CETA de Corlay est devenu célèbre, et je suis moi-même devenu célèbre. C'est dans la foulée qu'on crée le CENAPA. Créer une association pour propulser le CETA. Un peu à l'exemple des CETA, mais orienté sur ce type d'agriculture que je faisais moi-même sur ma ferme. Il faut bien savoir ça, attention, hein. Le Conseil général des Côtes-d'Armor a porté à bout de bras l'expérience du CENAPA. Même face à la Chambre d'agriculture qui était contre. L'objectif, c'était de montrer qu'on pouvait produire autrement, sans polluer, parce que la pollution commençait à démarrer. Sans polluer et en ayant un fort revenu, permettant de s'installer sur une petite exploitation. Donc c'est là pas le premier boulot, ça a été ça. Hein. On a fait des projets d'installation pour les jeunes, suivant l'orientation de l'exploitation. La première étude, vous devez trouver encore au CENAPA, je pense, c'est s'installer en vache laitière avec 18 vaches, je crois, sur 20 vaches sur 18 hectares. Il y a un journaliste qui a écrit l'agronomie retrouvée. On s'était dit, on ne donne pas nos chiffres, on est un peu comme ça, mais si on veut que les choses avancent, il faut les mettre sur la table. Alors, la France agricole les met sur la table, l'INRA redécouvre ça, alors ils se sont dit, voilà des gens qui tournent avec une agriculture qui préserve l'environnement, bonne méthode, et en plus gagnent bien leur croûte. Alors ça là-dessus, qui nous propose de faire le programme Terreo. J'ai signé le programme avec le directeur général de l'INRA, donc des chercheurs de l'INRA s'intéressent d'un petit groupe d'agriculteurs comme ça sur place, et qui mettent tant de pognon là-dedans, eh ben, c'est important. Hein. On devient, du coup, on devient célèbre. Et la région, le Conseil général subventionnait toujours, mais la région Bretagne va s'y mettre aussi, et l'Europe. Ça coûtait cher, le programme, attention. Et donc, ce programme, quand même, nous donne une sacrée notoriété. Et comme il faut embaucher pour suivre nos programmes, eh bien, évidemment, c'est là qu'on va passer d'un technicien à 2, 3, 4, suivant après, quoi. Alors ça, c'est un élément important aussi dans la progression du CENAPA. Ouais. Jusqu'à 1992, les prix étaient garantis, tous les ans à Bruxelles. Et en 1992, on arrête l'histoire des prix garantis et on remplace ça par une prime directe aux agriculteurs. Mais, curieusement, à Bruxelles, ils décident d'aider toutes les surfaces, sauf les prairies. Ah ben ça, c'est la meilleure. Le maïs fourrage était aidé à tour de bras, céréales, tout ce que tu veux autrement, mais nous, rien. Ah ben, mon Dieu, je ne sais pas trop pourquoi, j'allais assez souvent à Bruxelles, j'avais été introduit par un grand monsieur, et donc je voyais les gens de la commission, et un jour j'arrive à cette commission, les techniciens, et puis il m'explique comment ça allait démarrer la réforme, avec des primes. Et il m'annonce que, j'ai dit, mais l'herbe,
Allez, rien pour l'herbe. Et ils me disent, mais vous avez peut-être une petite porte de sortie. Dans la réforme, il y a des mesures agri-environnementales. Et si vous rentrez là-dedans, dans le sens des mesures, vous allez avoir des aides spécifiques pour ça. Alors, comme je suis rentré ici, prochaine réunion du CEDAPA, qui était à Trémargat chez Clément, et que j'explique à mes bons gars que, ben voilà, Bruxelles, on n'a rien pour l'herbe, hein, mais on peut peut-être rattraper en faisant un cahier des charges qui va respecter l'environnement. Et c'est là-dessus qu'on s'en met au boulot pour faire ce cahier des charges. Notre cahier des charges a quand même été présenté à la région et défendu par la DDA d'ici. Il me téléphone le lendemain matin, eh bien, M. Pochon, vous avez eu un peu gain de cause parce que votre cahier des charges va pouvoir s'appliquer sur la région de Trémargat, sur le petit mini-bassin versant du Blavet. Sur la région de Trémargat seulement. Oui, M. Pochon, mais vous me moquez de moi? C'est une région comme ça. M. Pochon, vous avez le pied dans l'étrier. Je vous promets, l'année prochaine, on se battra pour agrandir ça. Bon. Il n'y avait que mes gars de Trémargat qui touchaient la prime. Et ils se sont révoltés. Ils ont dit, c'est pas normal que nous, on touche de l'argent, les autres qui font comme nous n'en touchent pas. Hop, décision, grève de la faim, ici à Saint-Brieuc. Pour revenir un peu à l'objectif du CEDAPA, au départ, on se crée pour augmenter le revenu, montrer qu'on peut s'installer sur des petites fermes, et aussi protéger l'environnement, ne plus polluer. Et aussi ne moins piller le tiers-monde, il y avait ça aussi derrière. Bon, alors, sur le rapport entre l'agriculture et puis l'environnement, et les environnementalistes, eh bien, on oublié de parler de ça, mais c'est très très important. Parce que dans la première phase des années 50-60, personne ne parlait de pollution. Mais après, pollution de l'eau, nitrate dans l'eau, etc., ça a été le grand sujet, les algues vertes après. Et il y avait des associations de défense pour la qualité de l'eau, dont ça s'appelle de rivière maintenant. Alors, ces gens-là, eh ben, ils poussaient les hauts cris, hein, on augmente de temps de nitrate tous les ans, etc., etc. Or, quand ces gens-là nous découvrent ce qu'on faisait, en particulier le fameux Jean-Claude Pierre, et un jour, je faisais une conférence, il était dans la salle. Quand il a découvert ce qu'on faisait, ah ben voilà des gens qui répondent à nos questions. Donc, à partir de là, on a une collaboration très intense entre l'écologie et puis le CEDAPA. On était la preuve qu'on pouvait faire autrement. Et c'est pour ça que les bassins versants font appel au CEDAPA pour travailler sur le bassin versant. Avec les événements qu'on connaît aujourd'hui, la sacrée maladie, là, et puis la guerre en Ukraine et tout ça, on découvre qu'il faut revenir à l'autonomie, produire chez soi et non pas se faire alimenter par ailleurs. C'est tous des éléments quand même qui poussent à changer de modèle, quoi. Et à revenir à l'autonomie. Alors moi, il paraît que j'ai un défaut, je suis trop optimiste. Alors je réponds à ça, ben oui, on ne gagnera pas tout ça avec des gens qui sont pessimistes, qui ne croient rien du tout.